Dans un monde en pleine transformation numérique, l'intelligence artificielle prend une place de plus en plus centrale. De la santé à l'agriculture, en passant par la communication, aucun domaine n'échappe à son influence. Dès lors, une question s'impose. Nos enfants sont-ils préparés à ce futur technologique et devons-nous leur enseigner l'intelligence artificielle dès les bancs de l'école? Quels sont les enjeux pédagogiques, technologiques? Quels outils sont disponibles? L'école est-elle prête? Que pensent les experts, les éducateurs, les parents? Bonsoir à tous et à toutes. Merci de choisir Electron Télévision. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce débat. Faut-il initier les enfants à l'intelligence artificielle? C'est donc le sujet de ce soir. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui des invités au profil varié qui vont nous aider à comprendre pourquoi et comment l'IA peut trouver sa place dès les bancs de l'école. Et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Docteur Mia Ounoum Nadi, il est docteur en administration des affaires, il est géographe, il est aménagiste, il a plusieurs casquettes. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Tout va bien. Vous venez de finir avec le bac blanc, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. D'accord. Bientôt le bac noir. Ouais, on mène maintenant le cap sur le bac noir. D'accord. Merci d'être là ce soir. Merci beaucoup. Voilà, nous avons également avec nous sur le plateau Denis Ngarndigna, il est fact-checker. Bonsoir Denis. Bonsoir. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous avoir ce soir sur ce plateau. Partagé. Nous avons également avec nous Ndjela Samgislan, il est géographe, il est environnementaliste, il est également porte-parole de la plateforme Berceau des poètes tchadiens. Il fait dans la promotion de la lecture, surtout avec les enfants à la base, dans les écoles primaires. Il est sur ce plateau avec nous ce soir. Bonsoir Gisela. Merci, bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, amis téléspectateurs, vous pouvez interagir avec nous sur notre page Facebook Electron TV Tchad ou encore nous laisser tout simplement vos messages sur le 63 08 41 77. Les enfants doivent-ils être formés à l'intelligence artificielle dès l'école? C'est notre sujet de ce soir. Parents, grands frères, grandes sœurs, vous qui êtes devant vos écrans, n'hésitez pas à participer en envoyant tout simplement vos messages, poser des questions, apporter vos contributions. Nous allons commencer avec Denis Ngarndigna. Quand on parle de l'intelligence artificielle, on fait allusion à quoi exactement pour nous permettre de nous situer? D'accord, merci. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation et aussi vous remercier pour nous permettre d'aborder cette question que je dirais assez essentielle pour nous fixer vers l'avenir. C'est une question assez actuelle où nous devons vraiment prendre le temps d'en discuter. Sinon, nous allons nous trouver, nous serons obligés d'en discuter plus tard de toutes les manières. Donc, s'il faut définir de manière générale l'intelligence artificielle, je dirais tout simplement que c'est une machine qui est conçue pour imiter un certain nombre d'actions humaines, les tâches récurrentes, ce qu'on a l'habitude de faire par exemple. Cette machine est vraiment conçue pour pouvoir imiter ces actions-là et quelque part nous aider dans nos tâches en nous libérant de ces tâches récurrentes-là. D'accord. Je reviens avec docteur, quelque chose à compléter. Sinon, comment est-ce que vous appréciez la présence de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans notre quotidien, dans nos sociétés? Merci beaucoup pour l'invitation. Il y a de cela quelques jours, je crois que j'ai eu à faire une présentation sur le thème. D'abord, j'avais commencé sur la digitalisation. Oui. Après la digitalisation, j'étais arrivé sur l'intelligence et puis après, j'ai dégagé la nuance qui existe entre la digitalisation et l'intelligence artificielle. Oui. Et j'ai reçu votre invitation, alors j'ai dit tiens, nous sommes arrivés à un moment où on ne peut pas échapper à cette technologie qui avance à une vitesse exponentielle. Et donc, peut-être dans le domaine éducatif et surtout peut-être au Tchad, que nous n'arrivons pas beaucoup plus à maîtriser encore le domaine de l'informatique parce que
parler de l'IA, parler de l'intelligence artificielle, si vous ne maîtrisez pas l'ordinateur, c'est pratiquement impossible. Oui. Et donc aujourd'hui, il y a même aujourd'hui des enseignants à l'université qui ne maîtrisent pas encore l'outil informatique. Et donc parler de l'IA peut-être dans des écoles, ça paraît un peu peut-être surprenant. Mais rien n'est impossible. Nous sommes dans un bateau qui est en plein air. Nous sommes obligés, nous sommes embarqués. Et donc nous sommes obligés de faire avec. Et donc, comme il a si bien défini, hein, la capacité, c'est des machines qui imitent tout simplement les actions de l'homme. Enfin, l'intelligence de l'homme, tout ça, mais c'est imité par la machine. Oui. Et le but principal, aujourd'hui, c'est beaucoup plus utilisé dans les entreprises. Non, mais aujourd'hui, c'est un peu partout qu'on peut trouver. Mais dans les entreprises, alors, qu'est-ce qu'on en cherche concrètement? Premièrement, d'abord, on veut gagner du temps. Deuxièmement, on veut gagner aussi un peu de l'argent. Voilà, donc c'est pourquoi dans le milieu entrepreneurial ou bien dans les entreprises, les gens en utilisent beaucoup plus. Maintenant, dans le domaine de l'école, ça devrait également aussi aider les enseignants. Mais que pour l'instant encore, il y a un peu de réticence. On n'y connaît pas beaucoup. D'ailleurs, même comme je venais de le dire tout à l'heure, même dans les outils informatiques ne sont pas bien utilisés par les enseignants. Et donc, par conséquent, parler de l'IA dans le domaine de l'éducation au Tchad, ça va venir. D'accord. Monsieur Ghislain, quelque chose à ajouter? Bien, merci. Je tiens aussi à vous remercier pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de prendre part à cette émission. Question de discuter sur la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, je crois que mes prédécesseurs ont déjà tout dit, mais si j'ai quelque chose à ajouter, c'est que l'intelligence artificielle, son utilisation au Tchad, je crois qu'elle commence déjà à prendre de l'ampleur, mais il y a encore des enjeux, sinon des défis à relever. D'accord. Alors, je rappelle le thème, faut-il former les enfants dès la base à l'intelligence artificielle? C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Sur ce plateau, je reviens avec M. Denis. S'il faut instaurer donc l'intelligence artificielle dans les écoles, comment ça devrait se passer? Est-ce que c'est d'abord possible? Si oui, comment ça doit se passer? D'accord, merci pour un peu répondre à la question. Je vais faire peut-être un état des lieux du système parce que, comme le docteur venait de dire, nous sommes, s'il faut parler ici au Tchad, nous sommes encore à un niveau un peu embryonnaire, ou même parler du numérique, c'est comme évangéliser quelqu'un en fait. Et s'il faut parler, je préfère parler de manière globale. Pour répondre à votre question, dans ce cas précis, c'est que l'intelligence artificielle est déjà présente dans nos vies. C'est un fait, en fait. Ce n'est pas que ça viendra, mais c'est déjà là. Maintenant, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui l'ont utilisé dans différents domaines. Son application, d'abord, pour la petite histoire, c'est quelque chose qui est un peu né depuis, dans les années 50, bien sûr. Et son application beaucoup plus se trouvait dans la finance, en banque, dans la santé, etc., pour faire certains types de prédictions. Maintenant, ce qui a fait qu'il y a eu une mise en avant aussi, c'est qu'à partir de 2017, il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle les transformers, qui est une forme de technologie liée à ces intelligences artificielles qui permet, à partir de là, de converser avec quelqu'un. Gérer des conversations, par exemple, générer des images, des vidéos, etc. C'est à partir de là, avec surtout la mise au point de ChatGPT par l'entreprise OpenAI, que ça a vraiment pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, on en parle également, surtout dans le système éducatif, parce que justement, il y a des atouts dans cette question éducationnelle-là. Oui. Premièrement, les enseignants peuvent l'utiliser. Les enseignants peuvent l'utiliser, par exemple, pour tout simplement les aider à mieux préparer leurs cours. Il y a eu même un consensus de la part de l'UNESCO, je pense en 2019 déjà, il y a eu un consensus à l'UNESCO, ce qu'on a appelé le consensus de Beijing, qui a débouché sur un document appelé bien sûr le consensus de Beijing là, et qui définit vraiment le rôle de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Et ce document dit de manière claire qu'il faut préparer
les enseignants, préparer les élèves à entrer dans cette nouvelle ère-là de l'intelligence artificielle oui. En les donnant bien sûr les outils qu'il faut. Et dans ce cas, ils ont beaucoup plus donné à l'intelligence artificielle un rôle de tuteur. Maintenant, le problème qui se pose beaucoup plus, c'est le problème des élèves. Parce qu'on le sait bien, l'élève peut, on le donne par exemple un contrôle à faire à la maison. Il prend son temps, il demande à l'intelligence artificielle qui le fournit par exemple des réponses, et ces réponses-là, il s'en sert pour constituer par exemple la réponse globale à son devoir. Donc quelque part il y a souci. Maintenant, il y a débat, c'est parce qu'il y a des questions éthiques qui sont liées à ça. Il y a un peu aussi des questions liées à l'élève qui disent que est-ce que ça pousse l'élève vraiment à réfléchir? Est-ce que ça pousse l'élève à se surpasser, à faire un effort dans son cerveau? Est-ce qu'il n'y a pas une autre forme de IA qui permet à l'élève de lire ses cours par exemple, de faire ses exercices par exemple, pas forcément à chercher des réponses à une question? Justement, il y a, d'abord pour revenir à la question de l'IA, le terme beaucoup plus approprié qu'on conseille, c'est les intelligences artificielles. Parce que quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est comme si c'était quelque chose de précis qui permettait de tout faire, alors qu'il n'en est rien. Donc le terme approprié, c'est les intelligences artificielles. Donc chaque intelligence artificielle est entraînée pour faire un travail bien précis. D'accord, la question que moi je pose, est-ce qu'on peut instaurer ça dans les écoles, dans d'autres pays? Dans le cas de l'éducation, bien sûr, il y a des outils qui existent déjà. Il y a des outils qui existent déjà qui permettent à l'enseignant de faire ce qu'on appelle la pédagogie active. C'est défini toujours dans le consensus de Beijing par l'UNESCO. Et dans cette visée, l'enseignant ici fait ce qu'on appelle la pédagogie active là, en faisant une éducation beaucoup plus personnalisée. Donc, il a par exemple des outils qui le permettent d'évaluer le niveau de chaque élève, et en fonction du niveau de chaque élève, il prend le temps de manière personnalisée d'adapter son message. D'accord. Donc, c'est un peu en global ce qui... D'accord. C'est ce qui est utilisé dans d'autres pays déjà. Le Tchad, oui, bien sûr, c'est utilisé dans d'autres pays. Et voilà, je reviens avec Dr Mia. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'instaurer les intelligences artificielles dans nos écoles, vu les difficultés à notre éducation bas de l'aile, problème d'infrastructure, manque des enseignants, même l'outil informatique n'est pas tellement maîtrisé. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'instaurer ces outils-là? Merci. C'est possible, parce qu'aujourd'hui, à l'échelle des pays développés, avancés, je prends le cas par exemple de la Corée du Sud, c'est tellement avancé aujourd'hui. C'est tellement avancé. Et comme il vient de le dire, c'est approprié. Et dans un domaine spécifique. Quand nous sommes dans le domaine des finances, quand nous sommes par exemple dans le domaine des banques ou bien dans le marketing, tout ça, c'est pourquoi on a parlé ici des intelligences artificielles. Maintenant, dans le domaine éducatif, d'une manière générale, pour l'instant, c'est vraiment difficile que les intelligences artificielles remplacent l'enseignant. On dit ça assiste l'enseignant, mais ça ne le remplace pas. Dans l'apprentissage, là, il y a 3 aspects. Il y a le côté cognitif, qui est le domaine de la connaissance, la transmission de la connaissance. Là, les intelligences artificielles peuvent valablement le faire. Mais le domaine du côté émotionnel, c'est difficile. L'intelligence artificielle, c'est une machine. Le plus souvent, d'abord, on a l'habitude de dire, on prend le cas par exemple de robot. Le robot, c'est un corps. L'intelligence artificielle ici, c'est un esprit qui, on instaure par exemple dans le robot et ça le fait déplacer. Et donc ici, le robot en tant que tel, en tant que machine, n'est pas sensible. Imaginez-vous par exemple un enfant qui est fatigué. La machine a des difficultés pour appréhender cela. Et il y a le côté également social. Parce que dans une classe, il y a l'ambiance qui est là. Et donc quand c'est un enseignant, il connaît au moins un peu comment faire de l'émulation. Alors que la machine va rester statique.
va rester dans ce qui a été programmé là pour faire. Et donc, c'est pourquoi on a dit que c'est beaucoup plus le côté cognitif, connaissance, la transmission, d'accord. Mais quand l'enfant commence par se fatiguer, imaginez-vous quand vous êtes dans une classe. À un moment donné, quand vous dispensez le cours et que vous vous rendez compte que les enfants sont fatigués, il faut un peu les divertir. Il faut avoir un peu de la digression, juste pour les éveiller un peu avant de... Alors que la machine ne peut pas faire ça. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les intelligences artificielles, dans le domaine éducatif, c'est un peu difficile pour l'instant. On dit les intelligences assistent l'enseignant, mais ne le remplacent pas. Mais pourquoi les autres pays l'utilisent déjà? Ils l'utilisent, bien sûr. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Les autres pays l'utilisent, mais ça ne remplace pas l'enseignant. Maintenant, il y a le domaine. On prend par exemple aujourd'hui le cas des exercices. Aujourd'hui, on peut automatiquement donner des enfants, on peut même des devoirs à faire. Le problème ici, comme il a dit tout à l'heure, les intelligences artificielles ont tendance à donner des réponses standards, mais pas contextualisées, pas dans un domaine spécifique. Maintenant, par exemple, nous prenons le cas des inondations. D'une manière générale, les intelligences artificielles vont parler des inondations à l'échelle mondiale. Mais le cas spécifique, par exemple, du Tchad, ou bien de N'Djamena, ou bien par exemple d'Ambata, mais c'est très difficile pour que les intelligences artificielles puissent donner des éléments appropriés. C'est pourquoi on prend d'abord les éléments d'une manière générale, il faut les contextualiser. Et donc, maintenant, quand on dit, par exemple, là, il y a des... Vous prenez aujourd'hui certains pays développés, on donne des exercices aux élèves, on dit, bon, vous rentrez à 16h, vous avez des exercices à rendre au plus tard 22h, et la machine se ferme. Vous n'avez plus la possibilité d'envoyer. Imaginez-vous aujourd'hui, quand vous donnez les exercices que les élèves sont en train de traiter, vous avez la possibilité, vous, en tant qu'enseignant, de contrôler ce que les élèves sont en train de faire. C'est ce qu'on appelle ça de l'assistance de l'enseignant ou bien de la machine aux élèves. Ça aussi, c'est possible. Vous donnez et vous orientez les élèves. S'ils sont bloqués, alors ils peuvent, par exemple, questionner la machine qui peut valablement les aider, les assister à le faire. Mais aujourd'hui, dire que les intelligences artificielles, je dis aujourd'hui, je n'ai pas dit que demain, parce que nous sommes dans une science qui évolue et qui se perfectionne. Et donc, par conséquent, demain, il y a une forte probabilité que ça remplace. Mais pour l'instant, les intelligences artificielles assistent l'enseignant, mais ne le remplacent pas, pour l'instant. Voilà un peu, c'est ce que nous... Mais ici au Tchad, alors, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, mais pas impossible. Hein. C'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que les contextes, d'abord, pour asseoir tout cela, il faut des conditions. Dans un pays où il n'y a même pas d'électricité, dans un pays où on ne peut pas même avoir un ordinateur, c'est un luxe. Comment installer même des machines en réseau pour faire le travail? C'est vraiment difficile. Ça a déjà commencé. C'est d'une manière informelle. Le fait qu'aujourd'hui, beaucoup des élèves utilisent des téléphones, c'est déjà un pas vers là. C'est déjà un pas. Les recherches, tout ça, ça commence déjà à partir de là. Quand vous donnez des exercices, quand vous le donnez, par exemple, vous donnez aux élèves des exposés, alors ils prennent le soin d'aller de fouiller. Aujourd'hui, dans le domaine, par exemple, supérieur, la production, par exemple, des articles, ça se fait facilement à travers les intelligences artificielles. Donc, nous sommes là, mais sauf que, comme on a l'habitude de dire ici, dans les menaces ou bien les limites des intelligences artificielles, c'est à un niveau tellement hétérogène. Par rapport aux gens qui ont la maîtrise, nous sommes par exemple 4 ici, nous n'avons pas la même maîtrise par exemple de la machine. Et donc par conséquent, l'utilisation pose un peu de problème. C'est là où se trouvent un peu les limites ou bien peut-être les difficultés. Voilà, et pour instaurer cela, quelle est la première chose à faire pour faciliter l'instauration des intelligences artificielles dans nos écoles? C'est possible, on le dit que c'est possible, sauf qu'il y a des difficultés. Alors, pour pallier à ces difficultés, pour un début, là, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre la base? Mais il faudrait que l'enseignant lui-même, avant que ça n'arrive chez les élèves, il faudrait que lui-même qu'il maîtrise d'abord l'outil informatique. Il faudrait qu'on équipe l'école. Il faudrait que les parents puissent avoir des moyens nécessaires pour équiper chaque enfant, ou soit l'État doit distribuer tout ce qu'il y a comme de support, des ordinateurs aux élèves, ou soit qu'il y ait des ordinateurs dans des labos ou pendant une heure X. Il va falloir également aussi instaurer ce programme, d'abord le cours d'informatique dans le programme scolaire, et maintenant dans la formation, dans l'instruction de l'informatique,
on va passer maintenant à ce qu'on appelle le volet IA, des intelligences artificielles ici, pour peut-être mener des recherches ou bien faire des productions. Ça ne se limite pas seulement à des exercices. Ça assiste à la fois l'enseignant, tout comme ça assiste également aussi les élèves. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup des enseignants doivent être très à l'aise. Corriger les devoirs aujourd'hui, beaucoup des enseignants ne veulent pas corriger les devoirs. Alors que les intelligences artificielles... Oui, on peut valablement corriger les devoirs avec les intelligences artificielles. Et ça serait, par exemple, vous prenez le cas du baccalauréat qui met peut-être 1 mois, 2 mois. Mais avec les intelligences artificielles, on peut... Mais vous avez vu c'est fiable. C'est fiable. Il n'y a même pas de tricherie là. Ce sont les machines qui corrigent. Et là même, c'est standard. Les notes sont standards et c'est uniforme pour tout le monde. Si vous méritez, vous avez... Il y a pas... Comme si c'était l'homme. On a parlé maintenant du côté sensible. L'homme va donner peut-être 2, ici il va donner 3. Mais la machine, si vous avez donné la réponse exacte, vous avez la note exacte. Voilà, c'est possible. Voilà, c'est vraiment possible de faire ça. Voilà. Mais malheureusement, nous, on ignore cela. Et l'enseignant a peur que les intelligences artificielles les remplacent. Donc c'est ça, c'est qu'il ne veut pas beaucoup plus peut-être être enclin à cela. Voilà. D'accord, monsieur Ghislain, peut-être quelque chose à ajouter. S'il faut instaurer les intelligences aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez pour un début dans notre système éducatif? D'accord, merci. Comme nous l'avons soulevé déjà au préalable, ce qui est là, les intelligences artificielles existent déjà, même déjà dans le système éducatif, malgré que c'est encore informel. Mais pour, n'est-ce pas, proposer des solutions, sinon des pistes de solutions pour l'intégration des intelligences artificielles dans le système éducatif au Tchad, je proposerais d'abord qu'il y ait des initiatives dans la formation des enseignants qualifiés dans le domaine de l'intelligence artificielle. Déjà, je crois que Dr Mian l'avait soulevé, même les enseignants n'ont pas, n'est-ce pas, la maîtrise de l'outil informatique. Même le simple téléphone iPhone, oui, c'est pas difficile. Même pour prendre, n'est-ce pas, un téléphone Android, le manipuler, c'est pas une main sans fer pour les enseignants. Alors, quand l'enseignant, la personne qui est censée transmettre, n'est-ce pas, le message, sinon la connaissance à l'élève, lui-même ne maîtrise pas la matière, comment est-ce qu'il peut transmettre cette connaissance-là? Donc, il faut que la base commence d'abord du côté des enseignants et aussi nos écoles. Si nous parlons de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le système éducatif, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des infrastructures appropriées pour l'utilisation de ces outils-là. Parce que les enfants, dans certains établissements, vous verrez même les tables bancs, les regarder, c'est vraiment lamentable. Et il n'y a pas de salle informatique. Pire encore dans nos provinces. Vraiment. Où les élèves sont alors, quand on parle des intelligences artificielles, on fait forcément allusion au numérique. Mais quand il n'y a pas le numérique, et aussi la question de l'Internet, c'est encore un luxe ici chez nous. Et pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, il faut aussi la connexion. Donc, comme proposition, je proposerais, n'est-ce pas, d'abord la formation adéquate des enseignants et en plus la stabilité de la connexion, sinon de l'Internet au Tchad. D'accord. Monsieur le fact-checker, vous êtes dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous proposez ce soir? Parce qu'on ne doit pas être à la traîne, docteur Mian. Nous aussi, on doit être à la page avec les autres. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vrai que c'est difficile, les conditions ne sont pas réunies dans notre pays, mais pour un début, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, d'abord, je voudrais rectifier quelque chose. C'est vrai que nous sommes extrêmement en retard dans le domaine du numérique et tout. Mais il y a une réalité qui est là. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément les élèves qui ont, par exemple, accès à l'ordinateur, qui ont la possibilité d'utiliser les intelligences artificielles. Déjà, sur le téléphone, les élèves utilisent l'intelligence artificielle. Et pour avoir vraiment été en contact avec ces élèves, lors, par exemple, des formations, des conférences, etc., nous nous rendons compte qu'ils utilisent déjà l'intelligence artificielle. Mais maintenant, la vraie question qui se pose, c'est que est-ce qu'ils l'utilisent à bon escient? Est-ce qu'ils l'utilisent bien? Donc, ce que je vais commencer à proposer, c'est ce que j'appelle toujours l'éducation à l'IA. L'éducation à l'IA, c'est une forme... C'est une matière. Oui. Ça peut être une matière. Ça peut être une matière. Oui. Bon, avec l'Internet, par exemple, pour, quand tu veux faire des recherches, on te parle de méthodologie de recherche. Parce que sur Internet, tu peux avoir tout et n'importe quoi. Pour ne pas tomber dans un piège quelque part, avoir peut-être quelque chose qui ne va pas te servir à la rédaction de ton mémoire, il faut
quand même comprendre cet univers-là. Je pense que c'est la même chose avec les IA. Vous prenez un élève qui ne connaît pas comment une intelligence artificielle fonctionne. Il le prend, il l'utilise. Tout ce que cette intelligence artificielle génère, il le prend comme si c'était une parole de la Bible ou du Coran et il l'utilise. Pour lui, c'est qu'il y a une fiabilité de 100%. Donc la première démarche, c'est qu'il faut déjà prendre le temps à travers cette éducation à l'IA-là, de le montrer que ces intelligences artificielles ne sont pas fiables à 100%. Les intelligences artificielles, dans leur fonctionnement, fonctionnent avec des données. Et les données sur une problématique donnée ne peuvent pas être fiables à 100%. Il y a ce qu'on appelle les biais, par exemple. Ce qui fait que votre base de données est corrompue, comme on a l'habitude de dire. Donc ça, d'un côté, ça peut être un facteur qui va en quelque sorte donner un faux résultat après demande. Un autre facteur, c'est qu'aujourd'hui, ces intelligences artificielles ont accès à Internet. Et vous savez très bien que sur Internet, vous n'avez pas que du bon. Donc, vous pouvez demander, par exemple, quelque chose à cette IA-là, et il part fouiller sur Internet. Et si toutes les sources tendent vers un certain narratif donné, il le prend et il te génère la réponse allant dans ce sens. Alors qu'en réalité, cette source est tout simplement fausse. Donc ça remet en quelque sorte en question l'utilisation de l'IA. Donc dans cette éducation, il faut vraiment prendre le temps de les montrer de manière claire que ce n'est pas dans tous les cas vraiment que ces intelligences artificielles peuvent vous aider. Et on peut aussi, dans le sens de l'éducation, les permettre comme ça d'avoir le sens critique, l'esprit critique, je veux dire, les permettre de regrouper les sources, par exemple, cette IA me génère ça, cette IA me génère ça, et qu'est-ce que moi j'en dis? Je fais travailler mon esprit critique. Donc on peut utiliser l'IA. Il ne faut pas l'IA. accepter du coup les réponses générées par l'intelligence artificielle. Il faut toujours les remettre en question, oui, bien sûr. Alors s'il faut donc intégrer les intelligences artificielles dans nos programmes scolaires, Dr Mia, est-ce qu'on a des enseignants dans le domaine pour faire ce travail-là? Si, ils ont déjà commencé à un niveau donné pour mettre en place, je crois, une cellule de la technologie dans les différents établissements. Oui. Mais sauf que, vous savez, au Tchad, on commence, on met en place un projet, mais sauf que ça ne va pas jusqu'au bout. Oui. Le vrai problème ici, comme on est en train de dire ici, les intelligences artificielles fonctionnent avec les données. Et comme on le dit le plus souvent d'abord, les données digitalisées. Mais nous sommes dans un pays où les données varient d'une seconde à une autre. Comment on peut... Imaginez-vous, peut-être le mois passé, on vous dit qu'on se trouve avec 200 départements. Ce mois-ci, on se retrouve pratiquement avec 250. Et il n'y a pas de gens qui sont là pour actualiser les informations. Parce que là, il faut vraiment réactualiser pour qu'on soit à jour. Comme on a l'habitude de dire, il faut faire des mises à jour. Alors que ça va rester des années, les gens ne vont rien faire. Et c'est pourquoi il a parlé ici des informations, des erreurs dans les informations qui ne cadrent pas. Et donc là, les gens ne sont pas prêts pour actualiser les informations. Maintenant, dans le domaine, les enseignants, imaginez-vous aujourd'hui, vous partez à l'université de Farsha, on dit on forme les gens en maths et informatique. On forme les gens en maths et informatique. Mais dans le recrutement, vous demandez à un enseignant qui a obtenu une licence ou son master en maths et informatique, demandez-lui d'ouvrir l'ordinateur. Il ne peut pas. Alors c'est à partir de là que ça doit commencer. À partir de là que ça doit commencer. Ceux qui sont censés former, et même sur leur diplôme, il est écrit maths et informatique. Donc ceux-là, normalement, ils doivent impulser cette formation-là. Voilà. Aujourd'hui, imaginez-vous, le plus souvent, par exemple, nous, quand on vient à l'examen, on dit il y a des calculatrices programmables, où les élèves, tout simplement, peuvent faire entrer des exercices ou bien des données. Et du coup, ça peut même résoudre tout l'exercice en question. Ça peut même vous donner l'allure de la courbe que vous voulez par rapport aux données que vous avez. C'est là l'IA. C'est un peu là.
Aujourd'hui, les gens peuvent travailler, ces enseignants-là peuvent initier les élèves à travailler très rapidement. Imaginez-vous, si un enseignant se rend compte qu'il lui reste encore 3 chapitres à exécuter, alors que le bac c'est le 2 juin et nous sommes maintenant le 13 mai. Il sait pertinemment que le temps qui reste ne lui permettra pas d'exécuter. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut rapidement ramener les informations, par exemple, au niveau sur l'ordinateur, ou soit monter des PowerPoint, et ça va aller plus rapidement. Mais PowerPoint, là, c'est quoi même? Et donc, ça pose déjà des problèmes. Comment générer ça? Ça pose déjà des problèmes. Donc, il va falloir vraiment, ça nous fait, comme on a dit l'habitude ici, on gagne vraiment en temps et en argent. On gagne en temps et en argent. Imaginez-vous aujourd'hui, à cause, par exemple, de Covid-19, on a parlé de l'enseignement à distance. Combien de parents qui amènent les enfants le matin, on paye les clans de monde pour faire le déplacement. Et si tout le monde doit rester à la maison, ça fait déjà de l'économie. Si on peut déjà faire de la promotion de la formation à distance, ça peut déjà permettre. Tout à l'heure, j'ai évoqué, on peut un chapitre ou bien 2 chapitres ou 5 chapitres, on peut l'exécuter peut-être en 1 mois, en 2 semaines, rapidement. Ça nous fait gagner. On avance très, très rapidement. Imaginez-vous ailleurs où on a l'habitude de dire les gens ils font peut-être la thèse en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans. Mais dans les pays développés, les gens font en 2 ans. Ça va très, très rapidement. Le master, les gens le font en 4 et 6 mois. Ils finissent. Alors qu'ici, master, les gens font en 3 ans, 4 ans. Mais ce n'est pas possible, oui. Donc imaginez-vous, voilà un peu l'importance des intelligences artificielles. D'accord, nous avons des réactions de nos internautes. Pakayen Nicolas qui dit bonne émission à vous. Frédéric Dicolom, il dit bon courage à vous. Moi je suis naturel, c'est-à-dire que lui il n'est pas dans les intelligences artificielles. Ça va le rattraper. Il veut pas, ça va le rattraper. Nous avons Sayam Christophe qui dit l'intelligence artificielle peut-elle impacter négativement l'intelligence naturelle? On va y revenir sur cette question. Nous avons Adelph Ngakutu qui dit l'intelligence artificielle joue un rôle clé dans les métiers de demain. Donc, si initier tôt est un atout, mais la présenter comme toute puissante peut créer une dépendance et affaiblir l'esprit critique des enfants. Il revient et dit qu'il faut intégrer l'IA dans les programmes scolaires et universitaires. Il dit également qu'il faut développer les outils pédagogiques intelligents. Voilà. Il dit qu'il faut avoir des accessoires aux infrastructures numériques. Ouais, il a écrit plein de messages. Monsieur Christophe qui revient, qui dit l'IA n'est pas faite pour les élèves. On doit l'insérer plutôt au niveau supérieur pour on doit l'adapter. Des recherches. Ce qu'il dit, il dit ce n'est pas fait. Il faut l'adapter au niveau des élèves. Mais dire que ce n'est pas fait, non, c'est pas possible. Il faut l'adapter. Voilà, il faut l'adapter au niveau des élèves. D'accord. Voilà. Adelph qui dit on n'a pas besoin des enseignants dans ce domaine. Donner juste de l'électricité et l'accès à l'Internet. Vous verrez que beaucoup feront une auto-formation. Voilà. Voilà. D'autres messages encore. On va revenir pour lire, peut-être répondre très rapidement à l'autre question. Je ne me rappelle plus de la question. Est-ce que l'intelligence artificielle peut créer une autodépendance? Oui, c'est pourquoi il faut toujours, avant même de laisser les gens utiliser l'intelligence artificielle, il faut les attraper dès le début, leur faire ce qu'on appelle l'éducation à l'IA, c'est dont j'ai parlé avant. Dans cette éducation à l'IA là, nous devons vraiment prendre le temps d'expliquer, par exemple, son utilisation dans les recoins. Expliquer surtout à ces utilisateurs que l'IA n'est pas ne doit pas réfléchir à leur place. Le fait est que les aider, les compléter. Justement, voilà. L'objectif de l'IA est très clair. Il a été mis au point dans le but d'assister l'humain. Donc, si par exemple, je prends toujours l'exemple, je suis directeur quelque part, et si j'ai beaucoup de travail, j'ai besoin, par exemple, d'un assistant qui gère mes affaires courantes, qui gère mon agenda, etc. Dans le cas de l'IA également, c'est la même chose. Vous êtes un humain, un homme qui fait un travail bien précis. Il se pourrait que vous n'ayez pas le temps
pour faire certaines choses. Je vais écrire une demande adressée à une administration. Je sais que je sais le faire, oui. Mais je n'ai pas vraiment ce temps-là de le faire. Donc, je prends juste un petit 2 minutes pour parler à mon intelligence artificielle. Je lui donne les informations précises et il me génère une demande que je peux adapter, contextualiser, etc. Donc, c'est vers là qu'il faut plutôt orienter l'intelligence artificielle. Il ne doit pas remplacer notre cerveau. Déjà même, le cerveau est extrêmement quelque chose d'incomparable avec les IA. Les IA, ce ne sont que des données, des choses qui sont un peu figées. C'est-à-dire que si vous ne le dites pas que c'est ça, il ne le saura pas. D'accord? Alors que nous, chez l'humain, nous avons cette capacité-là d'adaptation, etc. Et notre cerveau aussi émet des réponses en fonction de ces situations. D'accord. Une question qui s'adresse à Dr Mia. Dr Mia, il faut savoir que dans nos universités, on apprend l'informatique sans toucher les claviers. Voilà. Bon, c'est juste une contribution. Nous l'avons dit tout à l'heure. Nous l'avons dit, les gens qui sont sortis avec licence ou master, maths informatique, mais sur le terrain. Ils ne connaissent pas allumer un ordinateur. Voilà, c'est ça. Donc, il a parfaitement raison. D'accord. Nous avons également tendu le micro à quelques citoyens de la ville de N'Djamena qui se sont exprimés sur notre sujet du jour. On va suivre avant de revenir sur ce plateau. Je disais tantôt que l'intelligence artificielle apparaît un peu aujourd'hui comme les calculatrices au départ par rapport au calcul mental. Je dis, à un certain niveau, il faut ça. Mais dans l'éducation de base, il faut éviter. Il faut amener les enfants à avoir l'esprit de la recherche, de cultiver la recherche, la réflexion, parce que faciliter les choses dans l'apprentissage, trop de facilité aussi, ça tue aussi l'intelligence. Bon, en tout cas, en ce qui concerne, dans le sens de la culture, je pense que c'est bon de former les enfants dès le bas âge, à leur habituer à utiliser ces outils-là. Je pense que c'est bien, mais jusqu'à un certain niveau. Parce que s'ils commencent à dépendre de cela, ça tombe déjà dans l'abusif. Donc, ils vont commencer par abuser. À un certain niveau, ces enfants ne vont plus faire confiance à eux-mêmes. Ils vont plus faire confiance à l'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est bon, mais jusqu'à simplement un certain niveau. Bon, je peux encourager dans le sens où ça peut aider à développer, à avoir plus de culture dans les outils, dans les nouveaux outils de l'information, de la communication, tout le reste. Je peux encourager ça dans ce sens parce que il faut souvent s'habituer avec cela. On dit que l'analphabète, c'est celui qui ne sait pas utiliser aujourd'hui les nouveaux outils de l'intelligence et puis tout le reste tout ce qui va avec. Pour que cela soit enseigné aux élèves de bas âge, je trouve que c'est pas aussi une bonne idée que ça parce que les enfants, ils vont pas savoir comment gérer cela. Avec même les étudiants, c'est d'abord compliqué. Donc il faudrait peut-être à un niveau comme je dirais le lycée et l'université, ça c'est acceptable. Mais à bas âge, je pense que c'est pas aussi une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne chose parce que si cela était enseigné dans les universités, les écoles, nous n'aurons pas à avoir des difficultés dans les rédactions. Genre aller sur les sites, télécharger des choses et des choses sans toutefois avoir des précisions. Parce que l'intelligence artificielle, quand tu poses une question avec des précisions et tout, les noms des auteurs et tout, on te sort les trucs en tac et bien corrigés, en bon français et lisible. Et je pense que c'est très bien. Maintenant, il faut pas en abuser non plus parce que comment je peux dire, l'intelligence humaine peut disparaître en utilisant l'intelligence artificielle à tout moment et tout le temps. Oui. Et là, s'il faut instaurer, si le ministère de l'Éducation veut instaurer ça dans les dans l'enseignement, voilà, pour former, il faut qu'il y ait au moins, je
je sais pas, le mot me manque, mais il faut pas en abuser non plus. Parce que, genre, peut-être 1 heure, 1 heure, par exemple, au collège, c'est suffisant. Les élèves utilisent l'intelligence artificielle. Je pense qu'ils ne vont jamais réfléchir. Donc, le mieux, c'est pas utiliser, mais voilà, avec modération. Voilà, les avis sont partagés. Pour certains, il faut instaurer cela dans les écoles. Ça peut aider. Pour d'autres, pas du tout. Il ne faut pas instaurer parce que ça va amener les enfants à être paresseux, à ne plus réfléchir eux-mêmes. Monsieur Gisela, oui. Quel commentaire faites-vous de tout ce qui a été dit? Bien, après avoir entendu, n'est-ce pas, le Vox Pop, je dirais que l'intégration de l'intelligence artificielle, elle est impérative. Elle est impérative parce que initier l'enfant à bas âge à utiliser cet outil va lui permettre, n'est-ce pas, de distinguer aussi. Bon, il faut éduquer l'enfant à suivre que l'intelligence artificielle là constitue, n'est-ce pas, un supplément. C'est-à-dire ça va juste l'accompagner, mais que l'enfant ne doit pas dépendre de ces outils-là. Si seulement on les montre dès bas âge, ils vont grandir avec cette idée d'utiliser l'intelligence artificielle comme un supplément et non un substitut. Donc, venir remplacer directement l'intelligence humaine, c'est cette partie-là qui n'est pas à prendre en compte, mais si on inculque l'idée, n'est-ce pas, de prendre l'intelligence artificielle comme un supplément, je crois que ça sera déjà meilleur. Mais comme nous n'avons pas cette idée-là, ça fait que nous n'avons pas pris aussi, comment on appelle, les escaliers. Nous avons directement monté sur l'ascenseur. Oui. Vous voyez déjà, un enfant à l'école primaire commence à utiliser ChatGPT. ChatGPT, je me rappelle, ça n'a pas encore fait, je crois que c'était le mercredi, ma petite sœur était en salle, elle m'a envoyé un message pour dire si je peux la traduire, son texte de français en anglais. Pourtant, l'utilisation du téléphone est interdit. Voilà. Donc, j'ai dit, moi-même, là, elle sait bien, je suis nulle en anglais, comment est-ce que je vais faire? Elle me dit, mais est-ce que je n'ai pas ChatGPT? C'est elle-même qui me rappelle déjà si je n'ai pas ChatGPT. J'ai dit, bon, si c'est pour utiliser ChatGPT pour te traduire ton texte en anglais, pendant que tu es en évaluation, c'est contribuer, n'est-ce pas, à ton échec, je ne peux pas faire cela. Donc, il faut faire très attention également. Vous voyez? À l'instauration. Donc, déjà là, comme les enfants ont découvert, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle, et directement, ils sont montés sur l'ascenseur, ça fait qu'ils commencent déjà à dépendre de ces outils-là. Donc, ce n'est pas du tout bien. Et même certains enseignants, nous sommes sans ignorer que, comme ils ont déjà la connaissance de cet outil, ils le font de manière abusive à tel enseigne ou même tout un chapitre. C'est ChatGPT qui génère chaque partie, les sous-parties, et voilà, ils partent directement dispenser aux enfants. Mais est-ce que le français utilisé, le contexte utilisé, n'est-ce pas, cadre avec ce que lui, en tant qu'enseignant, doit transmettre aussi comme connaissance à ses enfants-là. Donc, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une modération. Parce que quand il y a déjà la dépendance intellectuelle, je crois que l'intelligence humaine est en train de disparaître. D'accord. Oui, docteur. Il y a un problème assez grave aujourd'hui, que ce soit du côté des élèves, que ce soit du côté des étudiants. Vous savez qu'au niveau des IA, des intelligences artificielles, l'intelligence artificielle donne la réponse, mais ne donne pas la compréhension. C'est ça, c'est qu'il faut. Dès que vous posez la question, ça vous donne la réponse que vous voulez. Quelquefois, c'est même approximatif. Ce n'est même pas exactement là. Mais quelquefois, vous ne savez pas de quoi ça utilise. C'est de ça ce qu'il a dit tout à l'heure. On se retrouve avec des étudiants, par exemple, qui... moi, je suis aussi dans l'encadrement. Vous allez trouver des étudiants, quand ils ont leur thème, il suffit tout simplement d'aller cliquer. Et tout ce qu'ils trouvent comme des informations, alors, ils prennent tout ça et ils vous amènent, vous, en tant que directeur de mémoire, et ils disent, voilà, imaginez-vous, un étudiant va se retrouver avec vous, en 2 semaines, il dit qu'il a fini avec son mémoire. 2 semaines. Et donc, il vous amène des piles d'informations qui ne cadrent même pas exactement avec le thème en question. Et donc, ça pose sérieusement des problèmes. C'est pourquoi on parle ici. Lui, il a les réponses. Mais il ne comprend pas. Donc, il a tout mis seulement là et on vous dit, voilà, prenez. Et il dit qu'il a déjà fini avec ça. Ça pose sérieusement des problèmes. Aujourd'hui, un enseignant avisé qui formule un sujet sait d'avance que
d'abord, ce français n'est pas le français de cet élève ou bien de cet étudiant. Et ça ne cadre pas exactement avec... Parce que c'est impossible de trouver les éléments de réponse d'une manière in extenso par rapport à une question posée. Le mal aujourd'hui, ce qui passe sur le terrain, c'est quoi? Les enseignants aujourd'hui ne veulent pas faire d'efforts. Surtout dans les matières littéraires. Vous prenez par exemple histoire, géo, français, philosophie, anglais. Ce sont les mêmes textes qui se retrouvent dans les fascicules. Et donc, quand il y a un devoir, ils prennent tout simplement un sous-titre de quelque part et ils balancent. Et lors de la correction, alors il dit qu'on fait tel fascicule. Et donc, c'est ça ce qui se passe. Et c'est exactement, c'est comme si... Bon, là, on ne peut pas parler de l'IA maintenant ici, parce que l'IA s'appuie sur le numérique. Alors qu'ici, ce que nous sommes là, ça c'est l'analogique, donc ça ne cadre pas. Mais en réalité, c'est ça ce qui se passe là. Les élèves, automatiquement, ils vous donnent ces informations-là d'une manière brute, sans le savoir exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de courir le risque terrible. C'est ça ce qui caractérise le tiers-monde. Nous, on ne réfléchit pas. Alors que dans les pays développés, les gens ils réfléchissent, comme il a dit tout à l'heure. Dès que vous avez la réponse, il faut voir le contenu. Est-ce que ça cadre exactement? Mais nous, non. D'ailleurs, nous avons le goût de la facilité. Dès qu'on prend, on vous balance, on envoie par exemple le directeur de mémoire, débrouille-toi avec, moi je veux me libérer. Et donc ça pose sérieusement des problèmes. C'est la même chose comme les élèves également aussi. Imaginez-vous, comme on est en train de parler de téléphone. Au niveau du baccalauréat par exemple, il y a des élèves. Comme il a dit tout à l'heure, ça peut être par exemple à un examen. L'élève en question se trouve en salle avec un petit téléphone où la capacité, par exemple, d'envoi des messages est peut-être de 200 mots. Mais lui, de dehors, en tant qu'aîné, il a un téléphone où la capacité, par exemple, d'envoi des messages est de 500 mots. Alors, qu'est-ce qui se passe? On lui envoie un sujet, il traite avec 500 mots, il renvoie à l'élève qui se trouve en salle, où la capacité, il reçoit 200 mots, et la suite, on dit texte manquant. Et donc l'élève aussi copie jusqu'à vers la fin, il écrit texte manquant. Imaginez-vous. Donc voilà un peu. Alors il faut, si c'était des gens qui avaient vraiment la capacité de comprendre, avant d'aller, il faut d'abord voir les deux appareils. Est-ce qu'il y a la capacité d'un téléphone par rapport à l'autre peut vraiment permettre d'avoir des informations. Voilà toute l'appréciation technologique qu'il faut d'abord maîtriser avant d'aller. Il y a, par exemple, en terminale, il y a des cours, par exemple, sur la télécommunication. Donc, ça va dans ce domaine-là qui permettra au moins un peu aux enseignants d'apprendre aux élèves comment ils doivent comprendre, comment ils doivent faire. D'accord. Voilà. Donc, il est bien beau d'instaurer les intelligences artificielles, mais il faut faire très attention, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Il faut faire très attention. Oui. De peur que nos enfants deviennent accros, ne fournissent plus d'efforts. Justement, je pense que l'exemple de la calculatrice est vraiment pour moi la meilleure. À l'école primaire, déjà, on nous apprenait comment faire de la division avec des chiffres à virgule, etc., etc. Avant d'utiliser la calculatrice, il faut d'abord savoir que la division avec la virgule, ça se passe comme ça. Mais si jamais, dans le contexte actuel, un élève vient et puis il utilise une IA pour lui donner la réponse directement, ça fausse tout. Il ne comprend pas le procédé qui a derrière. Comment est-ce que l'IA est arrivé à ce résultat? Alors qu'en réalité, l'humain doit d'abord comprendre comment est-ce que cette réponse est générée. C'est à partir de là que tu peux également, toi, donner ton avis. Parce que si tu ne connais pas le procédé, même si l'IA te trompe, tu ne vas rien dire. Parce que tu ne sais pas par comment est-ce que cette IA est arrivée à te donner la réponse. C'est comme ça que les pays développés sont très avancés chez nous. Nous, on sort des formules, mais on ne connaît pas la démarche. Alors qu'eux, ils démontrent. Donc, ils s'approprient déjà comment ils deviennent même l'auteur même de la formule en question. Alors que nous on n'arrive pas à démontrer. Imaginez-vous. Et donc, on vous dit, si ça vous appartient, le démontrer. Alors que nous sommes capables de démontrer. Donc, voilà. Pourtant, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle, il y a, n'est-ce pas, certaines applications conçues spécialement pour les orientations, par exemple, les démarches scientifiques. Je prends par exemple, si je veux calculer, n'est-ce pas, en mathématiques, on parle de la forme canonique. Un exemple,
Je dis, je veux les démarches, n'est-ce pas, à suivre pour avoir la formule de la forme canonique. Oui. Il y a ce qu'on appelle l'application, comment on appelle ça, socratique. Socratique est une application, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle qui génère, n'est-ce pas, des orientations, mais qui ne donne pas des réponses exactes directement. Et là, orienter ces enfants à utiliser cette application leur permettra, n'est-ce pas, d'avoir des orientations, sinon les démarches à suivre pour arriver à la fin d'un exercice. Mais sur ChatGPT, par exemple, vous insérez que ça soit dans le cadre d'arithmétique, la littérature, le français, vous envoyez seulement la question, l'intelligence artificielle vous génère directement la réponse tic au tac. Donc, mais ce que vous dites là, oui, dans l'enseignement, ça peut arriver. Aujourd'hui, par exemple, dans l'orientation des élèves en classe 3e vers la seconde L ou bien la seconde S, oui, on peut s'appuyer sur les intelligences artificielles pour vraiment donner, pour peut-être dégager des élèves qui ont la tendance scientifique ou bien tendance littéraire. Voilà la bonne utilisation. Voilà, et vraiment ici c'est exact. Oui. Et dans l'avenir, on risque même ça risque même de remplacer ce système. Ça doit commencer par là. Ceux qui ont fait la formation dans l'orientation des enseignants, leur métier est déjà à risque. C'est un métier à risque parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, dès le départ, l'intelligence artificielle va assister les enseignants dans la salle et c'est surtout que si seulement les devoirs sont corrigés encore par l'intelligence artificielle, alors là, c'est très facile d'orienter à la fin de l'année un élève avec des tendances scientifiques et des tendances littéraires. Et ça serait vraiment même bien fait. Il n'y aura même pas de fraude. Il n'y aura pas de fraude. Oui. Il n'y aura pas de fraude. D'accord, nous tendons vers la fin de ce débat très très intéressant. Voilà. Si vous aviez, monsieur Dr Mia, un message ce soir à l'endroit des autorités en charge de l'éducation, ça sera quoi, surtout dans le domaine des intelligences artificielles? Vraiment, merci pour la question posée. Nous sommes dans un bateau, comme je l'ai dit au départ, et nous sommes embarqués. On ne doit pas rester à la marge. On ne doit pas rester à la marge. Et donc, par conséquent, il faut créer des conditions. Rien n'est impossible. Même si les gens sont partis à un haut niveau donné, nous sommes en mesure quand même d'aller, même si ça n'a pas de caméléon, mais qu'on crée des conditions. Ouais. Aujourd'hui, le fondamental, c'est d'abord l'homme, l'enseignant qui doit guider ces enfants-là. Au départ, on avait dit non, il faut laisser les téléphones. Ça permet des recherches. Maintenant, on prend encore une note ou bien un arrêté ministériel pour dire que c'est interdit. On tâtonne. Imaginez-vous, ça crée déjà un problème. Mais là, comment faut-il faire pour booster les élèves à des recherches? Pourquoi ne pas créer peut-être une bibliothèque virtuelle? Aujourd'hui, c'est possible. En Europe, les livres analogiques ont disparu. Tout est aujourd'hui numérique. Alors, ça doit commencer par là. Qu'on installe. Parce que même les élèves volent même les livres. Alors, si c'est virtuel, ils vont voler comment? Voilà aussi, c'est une manière de préserver les livres aujourd'hui. Parce qu'avoir des livres analogiques, les élèves disparaissent avec ça. Moi, je me rappelle très bien quand nous, on était au lycée Félix Éboué, notre bibliothèque était garnie. Mais aujourd'hui, allez-y voir, vous allez trouver quel livre là-bas. C'est la même chose comme à l'université également aussi, c'est la même chose. Donc les livres disparaissent. Qu'on crée aujourd'hui des bibliothèques virtuelles. Qu'on forme des enseignants qui doivent être à la hauteur. Et qu'on donne la possibilité que l'Internet puisse être un peu moins cher pour que les élèves et tout le monde puissent s'adonner et aller de l'avant. Sinon, comme on a dit tout à l'heure, ça nous permet de gagner du temps et ça nous permet également de gagner de l'argent. Aujourd'hui, par rapport à l'organisation des brevets de l'enseignement fondamental, tout comme par rapport au baccalauréat, aujourd'hui, ils ont pris le temps pour faire le tour, pour avoir des photos, juste seulement filmer les gens, l'enrôlement biométrique. Alors que si c'était vraiment développé, ils n'ont même pas besoin de bouger ici. Mais ils doivent avoir des informations qui seront centralisées, surtout avec les maillons qui sont sur place. Donc, tout est possible. C'est une question de volonté. S'il y a la volonté, alors ça va marcher. Mais s'il n'y a pas la volonté, tout ce que nous allons prodiguer comme conseil, nous allons piétiner sur place. Nous allons toujours continuer par piétiner. Alors, nous sommes embarqués. Nous n'allons pas rester derrière. Voilà, derrière. D'accord. Denis Ngardigna, quel conseil avez-vous ce soir
à l'endroit des parents, des enseignants pour la bonne utilisation des intelligences artificielles dans nos écoles? Bon, je pense que je suis toujours clair sur ma question d'éducation à l'IA. Nous sommes embarqués. Et nous sommes embarqués, ça veut dire que ce n'est pas un choix à faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est un impératif. Nous devons juste nous poser les bonnes questions. Se poser la bonne question, c'est justement comment faire en sorte que les jeunes utilisent plutôt l'IA à bon escient au lieu de mettre en quelque sorte leur cerveau en veille et d'utiliser l'IA pour tout faire. Donc, pour moi, je pense que ça, c'est une question assez essentielle qui a fait un peu débat dans tous les pays. Je suis très confiant dans le fait que nous allons tâtonner, mais après avoir tâtonné, nous allons quand même trouver une piste de solution. Tous les pays ont tâtonné, mais à la fin du tâtonnement, il faut quand même qu'on arrive à un consensus. Donc, de manière globale, je dirais qu'il nous faut vraiment une politique d'utilisation de l'IA. Il nous faut une politique d'utilisation de l'IA dans absolument tous les secteurs. L'IA, ce n'est pas seulement dans l'éducation. Dans un pays comme le Tchad, où nous sommes encore à la traîne dans un certain nombre de domaines, nous devons vraiment prendre l'IA comme quelque chose de très grand qui nous permettra de nous affranchir en quelque sorte de ce sous-développement. Donc, pour cela, il faut clairement développer en tout cas une politique de l'IA dans différents secteurs. Comment est-ce qu'on va utiliser l'IA dans l'agriculture? Comment est-ce qu'on va utiliser l'IA dans l'élevage, etc., etc. Et aussi prendre le temps de parler de l'IA dans l'éducation. Donc, parler de l'IA dans l'éducation ici va nous permettre de fixer des règles. Quelles sont les limites à ne pas franchir aussi dans l'utilisation de l'IA? Est-ce qu'on va donner tout, même si on met l'IA à la disposition des élèves, etc. Donc ça, ce sont vraiment des questions où il faut prendre le temps d'en discuter, par exemple. Donc, s'il faut donner un conseil aux parents, aux enseignants, je ne sais pas moi, aux élèves aussi, je dirais tout simplement qu'il faut s'approprier de l'IA. Mais avant de s'approprier de l'IA, il faut se former à l'IA, comprendre comment il fonctionne. Et aussi, avant l'utilisation de l'IA, il faut plutôt utiliser l'IA pour t'aider à comprendre ton cours. Les IA ne vous fournissent que des réponses selon la manière avec laquelle vous lui posez des questions. Si vous partez dans une démarche d'apprentissage, vous pouvez vraiment apprendre de grandes choses dans cette démarche-là. Si vous prenez juste le sujet, vous collez, il peut aussi directement vous donner la réponse sans toutefois également vous montrer le procédé. Donc c'est vous qui allez l'entraîner à vous donner la réponse et je pense qu'il faut vraiment orienter l'IA dans ce sens-là, le poser des questions étape par étape. Montre-moi par exemple comment on fait ça, montre-moi comment on fait ça, montre-moi étape par étape. Donc ces IA sont vraiment entraînés aujourd'hui pour répondre à tous nos besoins et nous devons vraiment prendre le temps de les comprendre pour mieux poser les questions, pour mieux en tout cas apprendre ce que nous voulons apprendre. D'accord. Monsieur Ghislain Djelassom, votre mot de fin? D'accord. Oui. Bien, comme mot de fin, je dirais, même si nous allons dire que l'IA ne fait pas encore partie des priorités pour le système éducatif tchadien, je demanderais, n'est-ce pas, aux autorités en charge de l'éducation de ne pas rester indifférentes face à l'évolution technologique du monde. Alors, il va falloir qu'ils essayent d'intégrer la question des intelligences artificielles dans le système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tablettes, n'est-ce pas, qui sont conçues spécialement pour la lecture, n'est-ce pas, des livres numériques. Alors, si seulement nos autorités pensent, n'est-ce pas, à l'utilisation de ces tablettes-là, on peut facilement créer des bibliothèques virtuelles, comme l'avait soulevé Dr Mian. Ces bibliothèques virtuelles peuvent aussi remplacer nos bibliothèques, n'est-ce pas, analogiques qui sont vides des documents. Vous voyez? Donc voilà, je crois que c'est vraiment important d'insérer la question de l'intelligence artificielle dans le système éducatif tchadien. Mais pour les enseignants et les élèves qui en feront usage, il faut qu'ils les utilisent, n'est-ce pas, de la plus bonne manière. Qu'ils sachent que les intelligences artificielles
viennent juste les accompagner et non venir remplacer leur cohésion intellectuelle. Donc voilà, comme mot de fin, ce que je peux dire. D'accord. Un dernier message de Adèle Fangakoutou. Merci pour vos interventions. Vous avez apporté une réelle valeur ajoutée à nos vies, en particulier sur le plan professionnel, en nous outillant avec des connaissances utiles et des perspectives nouvelles. Ça, c'est le message de Adèle Fangakoutou. Merci à Dr Mian. Merci. Voilà, d'être passé sur ce plateau. Merci également à Denis Ngardigna, fact-checker. Merci. Merci à Angela Somgislan. Merci infiniment. Merci d'être passé. Merci. Voilà, merci à nos fidèles téléspectateurs, internautes et auditeurs de la radio IFM. Merci pour vos messages, merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre débat. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir.